Bonjour, je suis Amaranti. Je suis rentrée plus tôt que prévu de l'hôpital couverte de bleu, recousue, encore en béquille pour seulement trouver mon mari au lit avec ma sœur. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Oh, elle n'est pas morte ». Il n'a pas sourcillé, il a juste eu un sourire narquois. Pas encore, mais elle était un bon investissement. J'ai attendu qu'il panique, qu'il se rhabille, qu'il fasse au moins semblant d'être désolé. Mais ils ne l'ont pas fait. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas battu. Je suis juste resté là, réalisant qu'ils n'étaient pas surpris parce qu'ils l'avaient planifié. Ils voulaient mon nom, ma maison, mon silence, et ils l'ont presque obtenu. Presque. Ce que j'ai fait ensuite, personne ne l'avait vu venir. Mais avant que nous nous y plongions, à quelle heure écoutez-vous ceci et d'où? Laissez-le en commentaire. Je lis tout le monde. Le ciel pleurait alors que je sortais du taxi, juste une pluie fine et persistante qui frappait doucement la capuche de mon manteau. Le début du printemps en Pennsylvanie avait une étrange façon de prétendre être indulgent alors qu'il ne l'était pas. Les fleurs de notre cornouiller commençaient à peine à poindre, comme si elles aussi n'étaient pas sûres qu'il était prudent de revenir. J'ai déplacé mon poids maladroitement, grimaçant de douleur en avançant ma béquille gauche puis en traînant la droite pour l'égaler. Les points de suture récents sur mon flanc me rappelaient la semaine que je venais de passer à l'hôpital. Ils n'étaient pas censés me laisser sortir avant lundi, mais j'avais insisté. Ma maison me manquait. Mon mari me manquait. La normalité me manquait. Il n'était même pas encore 15 heures, et je pensais lui faire la surprise. J'imaginais son visage s'illuminer en me voyant sur le porche, peut-être même se précipiter pour m'aider à entrer. Je ne lui avais pas dit que je rentrais plus tôt. Je voulais voir sa réaction sincère. Ce fut ma première erreur. J'ai poussé la porte d'entrée. Elle n'était pas verrouillée. L'odeur à l'intérieur n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Pas de café frais, pas d'odeur de dîner dans l'air, mais il y avait 2 verres à vin sur la table de l'entrée, l'un avec une trace de rouge à lèvres. Ma photo de mariage encadrée, celle avec les feuilles d'automne et mon voile volant au vent, était face contre l'étagère. Je me suis légèrement penché pour la ramasser mais j'ai changé d'avis. Mes côtes me faisaient mal, et la façon dont elle était posée la semblait délibérée. Colin, ai-je appelé, en équilibre sur mes béquilles. Silence. J'ai écouté. À l'étage, des rires puis des chuchotements. L'une des voix m'était familière d'une manière qui a fait parcourir un frisson glacial le long de ma colonne vertébrale. J'ai pris une profonde inspiration, me suis traîné en haut des escaliers, une marche en bois à la fois. Chaque grincement de l'escalier semblait plus lourd que le précédent. Devant la chambre, je me suis arrêté. La porte était fermée, mais pas complètement enclenchée. J'ai frappé une fois. Pas de réponse. Mes doigts tremblaient en poussant la porte. Elle s'est ouverte sans résistance. Là, enchevêtré dans mes draps en coton égyptien, se trouvaient 2 corps. Colin s'est tourné le premier. Il n'a pas sourcillé. Il ne s'est pas précipité ni n'a bégayé, il s'est simplement adossé comme si j'avais interrompu un brunch paresseux. La femme à côté de lui a levé les yeux au ciel et a marmonné « Oh, elle n'est pas morte. » Ma sœur. Mon propre sang. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. Colin a gloussé, caressant de la main son épaule nue. Pas encore, a-t-il dit doucement, comme s'il commentait la météo. Mais bon, elle était un bon investissement. Ce mot, investissement, comme si j'étais une action qui n'avait pas réussi à s'effondrer à temps. Je suis resté là, l'eau de mon manteau goûtant sur le plancher, et pour la première fois de ma vie, je n'ai rien ressenti. Ni rage, ni tristesse, ni même trahison. Juste un bourdonnement sourd dans mon crâne, comme si tout s'était passé sous l'eau. Ce moment, c'était mes funérailles. Sauf que ce n'était pas pour moi. Je n'ai pas parlé. Je ne leur ai pas donné la satisfaction d'une scène. J'ai reculé, une béquille lente après l'autre, en bas des escaliers, passant devant la photo encadrée toujours face contre terre, et suis sorti par la porte d'entrée où la pluie m'a de nouveau accueilli comme une vieille amie. La chaise sur le porche, celle où personne ne s'asseyait jamais, était toujours là, silencieuse comme toujours. Je me suis arrêté près d'elle, reprenant mon souffle. Mes mains tremblaient, mais mes pas n'ont jamais rompu leur rythme. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Je n'avais pas besoin de regarder. Je savais que c'était elle. Pourtant, j'ai jeté un coup d'œil. Un texto de Lynn, ne sois pas dramatique. Je l'ai supprimé.
Pas de réponse, pas de ponctuation, rien. Parce que certains mots ne valent pas la peine de saigner. J'ai atteint le bout de l'allée et j'ai continué à marcher, la pluie s'infiltrant dans mes chaussures, mon cœur étrangement calme. Je n'ai pas fait de valise. Je n'ai rien pris. Mais je savais exactement où je devais aller. Je n'ai même pas eu à m'expliquer. Lial m'a vu boiter en sortant de la station-service, trempé et pâle, et s'est simplement arrêté de la même manière qu'il se présentait à l'atelier de mon père chaque été sans qu'on le lui demande. Juste un besoin d'un coup de main, silencieux et une paume ouverte. Il a entrouvert la fenêtre alors que je montais mais n'a rien demandé. Pas au début. Il m'a fallu plus de temps que je ne l'aurais souhaité pour m'installer sur le siège passager. Mon manteau goûtait, mes béquilles ont éraflé les tapis de sol, et mon souffle a embué la vitre. Après 1 kilomètre de silence, il s'est éclairci la gorge. « Ça va, mademoiselle AM ?» J'ai regardé la route. Les champs défilaient, humides et flous comme une vieille photo laissée sous la pluie. « Pouvez-vous m'emmener à Birch Creek ?» ai-je demandé. Le vieux chalet. Sa tête s'est tournée vers moi juste une seconde avant qu'il n'acquiesce. Bien sûr. Je pensais que cet endroit était fermé pour de bon. Apparemment, tout ne reste pas enterré, ai-je murmuré. Le reste du trajet, nous n'avons pas parlé, juste le doux bourdonnement des pneus et le grincement rythmé des vieux essuie-glaces balayant la pluie. J'ai serré plus fort mes béquilles. Quelque part entre le kilomètre 12 et le tournant vers Birch Road, j'ai senti mon estomac se nouer. Personne n'avait mentionné ce chalet depuis des années, mais je m'en souvenais bien. Il se dressait comme un secret à la lisière des bois, à moitié oublié, toujours humide, toujours froid. Mon père l'appelait notre retraite, mais j'étais la seule à y avoir jamais séjourné. Pendant que ma sœur et mes parents s'envolaient pour Cape Cod, Atlanta ou Maui, on me déposait avec un sac de sport et une lasagne congelée. « Tu es plus une penseuse », disait ma mère, comme si cela expliquait l'isolement. J'avais l'habitude de m'asseoir près du poêle à bois à lire des livres de poche élimés, regardant la flamme s'enrouler à travers la petite fenêtre en verre comme si elle essayait de s'échapper, elle aussi. Quand nous sommes arrivés, la lumière du porche était toujours morte, mais le toit tenait bon. Les marches grinçaient de la même manière, et l'odeur pain, moisissure, vieille cendre m'a enveloppé comme un pull élimé que je n'avais jamais tout à fait jeté. Lial a porté mon sac. Je n'avais même pas réalisé que j'en avais un jusqu'à ce que je voie la vieille sacoche en cuir jetée sur la banquette arrière. Elle devait être dans le coffre depuis tout ce temps, celle de mon père. « Vous êtes sûr que ça ira ici ?» a demandé Lial, levant les yeux vers le porche comme s'il pouvait mordre. J'ai hoché la tête. Cet endroit ne m'a jamais fait de mal. Sa mâchoire s'est contractée. Contrairement aux gens qui l'avaient fait. Je n'ai pas répondu, je lui ai juste fait un signe de tête fatiguée, et il est parti, les pneus crissant sur le gravier jusqu'à ce que le son disparaisse complètement. À l'intérieur, tout était exactement comme il y a des années, le porte-outil tordu, la tasse en céramique fissurée toujours sur l'étagère au-dessus de l'évier, même la vieille lampe en laiton, inclinée et vacillante comme si elle n'avait pas décidé si elle devait rester allumée. J'ai allumé le poêle, non pas pour la chaleur, mais pour le souvenir. Le feu a pris lentement, incertain. Puis je me suis assise, portant toujours mon manteau mouillé, et j'ai chuchoté au mur, « Alors vous m'avez gardé à l'écart. » Même à l'époque. Même le silence n'a pas contredit. La nuit est tombée rapidement dans ces bois. À 9 heures, la pluie s'était calmée en un crachin, et je pouvais de nouveau entendre le ruisseau, le doux murmure de Birch Creek se frayant un chemin à travers les bois comme une voix trop timide pour interrompre. J'ai ouvert l'un des tiroirs du vieux bureau et j'ai sorti le Chromebook poussiéreux que j'utilisais pour écrire. D'une manière ou d'une autre, il avait encore de la batterie. Juste un réflexe musculaire, je suppose, qui m'a fait ouvrir mon ancien compte Gmail. Les notifications ont afflué, principalement des spams. Mais un objet de courriel m'a coupé le souffle. Mise à jour du dossier, dépôt civil, comté de Montgomery. Mon doigt a hésité avant que je ne clique. À l'intérieur se trouvait un lien vers un portail juridique. Je me suis connecté, tâtonnant avec mon ancien mot de passe. C'était là, déposé il y a 17 jours. Pendant que j'étais sous anesthésie, une requête en dissolution de mariage soumise par Colin, signée, certifiée. Sous la rubrique motif, il avait coché « Instabilité émotionnelle, incapacité financière ». Incapacité financière. Il m'a épousé pendant ma bourse de recherche à l'hôpital Temple. J'avais payé ses frais de scolarité avec des gardes d'infirmières et des dîners de distributeurs automatiques. Maintenant, j'étais un passif,
une ligne rouge sur une feuille de calcul. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas expiré. Je suis juste resté assise à regarder l'écran, articulant les mots encore et encore. Il était déjà parti. Mon estomac s'est serré avec quelque chose de plus ancien que le chagrin. C'était la reconnaissance. L'onglet suivant que j'ai ouvert était un ancien dossier Drive, un que je n'avais pas regardé depuis avant le décès de papa. Il contenait des documents financiers, des reçus numérisés, des registres de fonds en fiducie. Je ne savais même pas pourquoi j'avais cliqué dessus, mais quand je l'ai fait, il y avait un nouveau document tout en haut. Un PDF avec le titre « Transfert d'actifs, première fiducie familiale ». Je l'ai ouvert. Mon nom était barré. À côté de la nouvelle ligne, bénéficiaire, Lynn Whitmore. Lynn, ma sœur. La date, le même jour que mon opération. Procuration au dossier, signé, attesté. Mais j'ai reconnu la signature. Celle de mon père seulement fausse. Inclinée, trop nette, comme si quelqu'un l'avait copié d'un document hypothécaire et collé avec de l'encre fraîche. Falsifié. J'ai fermé l'ordinateur portable, regardant le feu, la lueur des flammes dansant sur les murs du chalet comme si elles avaient vu venir cette trahison bien avant moi. Ils n'attendaient pas pour m'enterrer, ai-je chuchoté. Ils avaient déjà partagé la tombe. La nuit s'est installée comme une lourde couette, épaisse et immobile, le genre de silence que l'on ne trouve que dans les endroits que le temps a oubliés. Le vent à l'extérieur faisait gémir le vieux chalet, et les murs craquaient comme s'ils se souvenaient de trop de choses. Je me suis assise sur la chaise en bois où mon père avait l'habitude d'aiguiser ses couteaux, fixant le feu mourant. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que mon père m'avait laissé plus que de l'argent en fiducie. Il m'avait laissé des secrets. J'ai étendu mes jambes, en faisant attention à la douleur qui pulsait encore le long de mon côté gauche. La douleur me rappelait que je n'étais pas un fantôme flottant à travers les souvenirs. J'étais toujours là, respirant toujours, observant toujours. Je n'avais aucune intention de dormir. Pas encore. Le poids de la trahison était trop frais, trop vif. J'avais besoin de bouger, de ressentir quelque chose qui ne soit pas seulement brut ou brisé. Je me suis dirigé vers l'âtre, la seule source de chaleur de cet endroit, et je me suis légèrement appuyé dessus. La pierre était rugueuse sous ma paume. Mes yeux ont dérivé vers le bas, et c'est là que je l'ai vu, un panneau déformé juste sous la pierre de l'âtre. La plupart des gens ne l'auraient pas remarqué, mais je m'étais assise devant cet âtre chaque été depuis l'âge de 9 ans, lisant des livres que personne ne se souciait de vérifier, mangeant de la soupe en conserve pendant que ma sœur était en Europe avec nos parents, apprenant à charmer les investisseurs avant même d'avoir son diplôme de fin d'études secondaires. Je me suis accroupi, mes doigts parcourant le bord du panneau jusqu'à ce que je sente le jeu, un léger déclic. La voix de mon père a résonné dans ma mémoire. Toutes les cartes ne mènent pas au nord, gamine. Certaines mènent en dessous. J'ai soulevé la planche. La poussière a tourbillonné dans l'air, épaisse et grise. En dessous, une boîte de sécurité rouillée avec un fermoir en laiton terni. Mes mains ont hésité un instant, incertaines, puis je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un registre relié en cuir, ses bords recourbés par l'âge, et une petite clé USB enveloppée dans du papier ciré. Il y avait aussi une clé en laiton. Pas de mots, pas d'explication. Le registre sentait le tabac à pipe et la vieille terre. Je me suis assise en tailleur sur le sol et l'ai ouvert à la première page. L'écriture était celle de mon père. Je l'aurais reconnu n'importe où. Carré, un peu trop énergique, comme s'il voulait que chaque mot transperce le papier. Part de société, titre de propriété, compte caché, chaque page documentait quelque chose. Achat hors bilan, titre, transaction, tout signé sous T. Harland. Il avait des parts dans une compagnie de transport côtier, des titres de propriété dans le Vermont, l'Arizona et la côte de l'Oregon, dont aucun n'avait jamais été mentionné lors de l'homologation, dont ni ma mère ni ma sœur n'avaient jamais parlé. Mon pouls a ralenti. Le silence dans le chalet s'est approfondi. Puis j'ai tourné une autre page. C'était là, mon nom. Amaranta Harland, bénéficiaire silencieuse, parcelle de l'Oregon, falaise côtière, 3,2 acres. Une autre entrée, à Harland, droit d'action différé, 17%, avec clause de restriction, survivance. Un rire m'a échappé, petit, rauque, incertain. Mon père avait planifié pour moi tranquillement, soigneusement, alors qu'on m'avait dit pendant des années que j'étais un fardeau, pas faite pour les affaires, trop tendre pour diriger. Il m'avait laissé des clés, mais pas du genre que l'on attendait.
J'ai pris la clé USB, suis retourné à la table et l'ai branchée sur le vieux Chromebook que j'avais trouvé plus tôt. L'écran a vacillé pour s'allumer comme une vieille voiture essayant de démarrer, puis a cédé. Il y avait des dossiers, organisés, étiquetés, méticuleux. À l'intérieur de l'un marqué « Transfert » se trouvaient des PDF de documents de virement immobilier. Des transactions totalisant plus de 850 000 $. Je me suis figé. C'était là. Un virement envoyé il y a 2 mois. Le bloc de signature, mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mais l'écriture n'était pas la mienne. J'ai cliqué à nouveau. Une autre demande de prêt contractée il y a 3 ans. Même histoire. Puis, le coup final. Un document estampillé d'une certification légale, transférant les droits de propriété d'Amaranta Harland à Monsieur Harland, ma sœur. Sauf que je ne l'ai jamais signé. Elle m'avait utilisé. Elle avait utilisé mon identité. Elle blanchissait de l'argent à travers moi, les mots sont sortis comme du papier de verre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré, mais à l'intérieur, quelque chose s'est recroquevillé en un point serré. J'ai fixé le nom sur la ligne de signature. Margaret Harland. Ma sœur m'avait dit un jour, à 15 ans, après que je lui avais recousu le genou suite à une chute, on n'utilise pas les choses, on les laisse être utiles. À l'époque, je pensais qu'elle était philosophe. Maintenant, je savais mieux. Je n'avais jamais été sa sœur. J'étais juste un autre actif, une faille humaine dans un système qu'elle avait déjà compris comment tricher. Un meuble qu'elle pouvait emprunter pour signer un autre accord. J'ai fermé doucement le registre, comme s'il s'agissait d'un vieux journal intime et non du compte rendu de chaque mensonge sur lequel ils avaient bâti leur empire. Ils pensaient que je serais trop brisé pour me battre, mais ils avaient oublié qui m'avait élevé. Au matin, la tempête qui avait secoué les fenêtres du chalet toute la nuit a laissé place à une lourde immobilité. J'ai préparé une cafetière de café rassis et j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine l'eau de pluie qui goûtait des avantois. Le registre et la clé USB reposaient scellés dans un sac en plastique à côté de mon sac de voyage. Je ne les avais pas retouchés. Je n'en avais pas besoin. Ce que j'avais vu était déjà gravé dans ma mémoire. Vers 10 heures du matin, mon téléphone a vibré. Un texto de ma sœur, dîner chez maman ce dimanche. 17h30 précise. Habille-toi bien. Pas d'excuses. Pas de j'espère que tu vas bien ou j'aimerais te voir. Juste un ordre déguisé en civilité. J'ai fixé le message pendant 1 minute, le pouce hésitant, puis j'ai tapé une réponse simple, je serai là. Je ne leur devais rien, mais j'avais besoin de les regarder dans les yeux, tous les deux, et de voir ce qui tressaillirait quand je prononcerais les bons noms. Parce que maintenant j'avais des noms, et j'avais le silence pour les utiliser. Le dimanche est arrivé plus vite que je ne l'aurais souhaité. Je suis arrivé en ville juste avant le crépuscule. Leur maison un nom, la maison familiale ressemblait à une photo de magazine. Du paillis frais bordait les parterres de fleurs. Des guirlandes lumineuses scintillaient sur le porche. La balancelle du porche avait été remplacée par quelque chose de plus moderne. À l'intérieur, tout était trop poli, trop soigné. La table était mise avec la belle porcelaine, celle que maman n'utilisait que pour Thanksgiving. Un arrangement bas de rose blanche trônait au centre, flanqué de hautes bougies qui n'avaient même pas encore fondu. Ma sœur, Margaret, portait un chemisier cramoisi et un pantalon blanc. Elle ressemblait à quelqu'un que l'on verrait dans une publicité politique, confiante, propre, pas tout à fait réelle. Ma mère m'a accueilli à la porte avec un baiser sec sur la joue. Ma chérie, tu es venue. Tu as l'air reposée. Ce dernier mot était lourd de sens. J'ai hoché la tête poliment. Le dîner est presque prêt. Margaret a fait du cacao, a-t-elle dit avec juste assez de mordant pour suggérer que je n'étais pas la seule capable de sophistication. Nous nous sommes assises. La table a teinté de fourchettes et de verres en cristal. Le vin a été versé. Ma mère continuait de sourire trop large, trop contrôlée. Margaret a porté un toast aux nouvelles saisons et à la reconstruction de la famille. Ce qui compte le plus. J'ai levé mon verre et j'ai répondu à son sourire. À la transparence totale. Ce n'est que lorsque le premier plat a été débarrassé que je me suis doucement penché en arrière, j'ai plié ma serviette et j'ai demandé, au fait, est-ce que le nom Belra LLC vous dit quelque chose? Pendant une fraction de seconde, l'air s'est raréfié. Ma mère, en train de prendre une fourchette à salade, s'est figée. Sa main est restée en l'air plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Puis elle a ri doucement,
comme si j'avais raconté une blague étrange, et a déplacé la fourchette au bon endroit. Cela me dit vaguement quelque chose, a-t-elle dit. Ton père avait beaucoup d'affaires. Pourquoi demandes-tu cela? Je suis tombé dessus dans de vieux papiers, ai-je répondu, la voix calme. Juste curieuse de savoir à qui ça appartenait. Margaret n'a pas cligné des yeux. Elle a juste siroté son vin et a dit, papa avait l'habitude de soutenir des projets annexes. La plupart n'ont mené nulle part. Je ne creuserai pas trop. Tu ne trouveras que des fantômes, a ajouté ma mère. Et à quoi bon? Ce qui est passé est passé. Mais je savais mieux. Cette pause, ce minuscule scintillement d'immobilité. Elle savait. Le dîner s'est poursuivi avec une conversation tendue sur la météo, les nouvelles locales et un gala que Margaret organisait. Mon assiette était à peine touchée. Mon appétit avait depuis longtemps quitté la pièce. Quand nous avons terminé, je me suis levé pour aider à débarrasser. Ma mère m'a fait signe de la main mais a finalement cédé. Dans la cuisine, l'air était plus chaud, plus étouffant. La vapeur s'élevait de l'eau de vaisselle. Margaret m'a rejointe près de l'évier, séchant les assiettes trop lentement. Son ton était presque doux. Tu as toujours eu un don, tu sais, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour transformer le silence en suspicion. Je n'ai pas répondu. Elle a posé l'assiette, s'est penchée juste assez près pour que je sente son souffle près de mon oreille. Si tu souffles un mot de ce que tu as trouvé, a-t-elle dit, sa voix comme du sirop sur de la glace, ne pense pas que ces béquilles te sauveront la prochaine fois. Les mots ne m'ont pas frappé comme une menace. Ils m'ont frappé comme une promesse. Je me suis tourné pour lui faire face. Nous nous tenions à quelques centimètres l'une de l'autre. Ses yeux me mettaient au défi de parler, mais je ne lui ai pas donné ce qu'elle voulait. Je n'ai rien dit. Et dans ce rien, j'ai vu quelque chose se tordre derrière son sourire, parce qu'elle savait. Elle savait que je n'étais plus la même fille qu'ils avaient laissée derrière eux. Après que la cuisine fut propre, j'ai pris mon manteau et je suis parti. Ma mère a dit, conduis prudemment, comme le ferait n'importe quelle mère, mais rien dans cette maison n'était sûr. De retour au chalet, je me suis assise sur le lit avec le registre à côté de moi, non ouvert, mais plus lourd en quelque sorte. J'ai rejoué sa voix dans ma tête, ses mots enroulés comme un serpent. Si tu souffles un mot. Et puis j'ai entendu une autre voix, celle de mon père, dans l'une de ces rares conversations tard dans la nuit où le monde semblait immobile. Ton silence sera toujours plus fort que leur bruit. Il ne voulait pas dire de rester silencieuse. Il voulait dire de rester stratégique. Laisse-les parler. Laisse-les danser autour de la vérité pendant que je la laisse couver. J'ai fixé le plafond. Ils pensaient que j'étais venu dîner en tant qu'invité, mais j'étais entré dans la fosse aux loups, et ils avaient oublié que j'avais grandi avec les loups. Ils me voyaient comme un agneau parce que je boitais, mais je me souvenais comment montrer les dents. Je n'étais pas encore prête à frapper, car d'abord, j'avais besoin qu'ils montrent leur croc en public. Ils pensaient avoir enterré la vérité sous des sourires polis et des verres à vin fragiles, mais tout ce qu'ils avaient fait, c'était aiguiser ma résolution. Je ne suis pas venu à leur dîner pour faire la paix. Je suis venu pour prendre des notes. Et maintenant, il était temps d'entrer dans la fosse aux lions qu'ils avaient transformée en domaine. Le matin de la réunion est arrivé avec une douleur sourde dans mes articulations. La pluie était revenue pendant la nuit, rendant les routes glissantes et l'air lourd d'humidité. Je me suis habillé lentement, pantalon bleu marine, chemisier repassé, clou d'oreille en perles que mon père m'avait donné quand j'étais entré à la faculté de droit. J'ai attaché mes cheveux en arrière, vérifié mon dossier une dernière fois et attrapé ma canne. L'ancienne salle de réunion du domaine familial se trouvait sur une colline surplombant les vignobles. Autrefois, elle sentait le cèdre et les vieux livres en cuir. Maintenant, elle sentait comme si quelqu'un avait essayé de mettre le prestige en bouteille et avait oublié d'y inclure l'âme. Je me suis garé à l'arrière, loin des rangées d'Audi et de Tesla, et j'ai pris la rampe latérale jusqu'à l'entrée de côté. Mon genou protestait contre les marches, mais j'ai gardé le dos droit et le regard fixe. À l'intérieur, la réunion bourdonnait de conversations douces et de rires contrôlés. Les actionnaires, principalement de vieux amis de la famille et quelques nouveaux noms de la technologie, se sont rassemblés autour d'une longue table en chêne. Margaret se tenait près de l'écran, tout en affaires dans un tailleur beige ajusté, faisant défiler des diapositives. Quand je suis entré, ses yeux se sont agrandis juste assez pour enregistrer la surprise. Puis elle s'est reprise. Eh bien, regardez qui a finalement décidé de nous rejoindre, a-t-elle dit vivement,
assez fort pour que la salle entende. Nous n'étions pas sûrs que vous prendriez la peine. J'ai souri poliment. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Quelques têtes se sont tournées. Certains ont hoché la tête en signe de reconnaissance. D'autres m'ont jeté le genre de regard que l'on réserve à quelqu'un qui n'a plus tout à fait sa place mais qui a peut-être compté autrefois. J'ai pris un siège près du bout, en faisant attention à me stabiliser avant de m'asseoir. L'écran de projection brillait de graphiques et de points, bénéfice du deuxième trimestre, projection du domaine, vente de terrain à venir. Une section a attiré mon attention, membre du conseil d'administration actif et bénéficiaire. Mon nom n'y figurait pas. J'ai attendu la fin du rapport de Margaret avant de parler. Ma voix était calme, basse, mais claire. Il y a une omission que j'aimerais voir consignée. Margaret a levé les yeux de sa tablette. Excusez-moi. Mon nom. Il n'est pas listé sous les bénéficiaires. C'est incorrect. Avant qu'elle ne puisse répondre, Brian, son mari et actuel fiduciaire par intérim, est intervenu. Vous n'êtes pas reconnu ici, a-t-il dit sèchement, comme si j'étais une stagiaire indisciplinée. Cette réunion est réservée aux membres actuels du conseil et aux parties légales actives. J'ai cligné des yeux une fois. J'ai tout à fait le droit d'être ici, ai-je répondu. Je suis listé sur la fiducie originale. Cette fiducie est obsolète. Nous avons avancé, a-t-il dit, souriant comme si nous débattions de coupons expirés. Puis il a ajouté, sécurité, s'il vous plaît. Deux hommes sont entrés par la porte latérale, des gardes privés en costume noir assortis. La pièce est tombée dans le silence. Ma mère n'a même pas tourné la tête. Je me suis levé lentement, m'agrippant au bord de la table pour garder l'équilibre. Vous pouvez me mettre dehors, ai-je dit, mais la vérité trouve toujours son chemin. J'ai rassemblé mes affaires sans me presser. Tous les yeux me suivaient, certains avec pitié, d'autres avec culpabilité, et quelques-uns avec soulagement. Dehors, l'air était devenu vif. J'ai marché jusqu'à un banc de pierre à l'ombre d'un sycomore et je me suis assise. J'ai regardé les rangées de vignes, mes mains tremblant légèrement à cause de l'adrénaline, ou peut-être de la rage. Je ne pouvais plus faire la différence. Je voulais pleurer, non pas à cause de l'humiliation, mais à cause de la normalité de la situation, être effacé, être rejeté, comme si je n'étais qu'une note de bas de page dans l'héritage de mon propre père. Une voix douce a interrompu mes pensées. Mademoiselle Amaranta ? Je me suis tourné. Une jeune femme, probablement au début de la vingtaine, se tenait à côté du banc. Elle portait un blazer de taille trop grand et serrait un dossier contre sa poitrine. Je suis de la comptabilité interne, a-t-elle dit. Je n'étais pas censé le faire, mais j'ai pensé que vous devriez avoir ça. Elle m'a tendu le dossier rapidement, puis a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule avant de s'éloigner sans un autre mot. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur se trouvait une photocopie d'un amendement manuscrit. L'encre était légèrement tachée mais toujours lisible. L'écriture de mon père, ses initiales en bas, et la signature d'un notaire que je reconnaissais en ville. À classer avec les documents de la succession, Amaranta héritera de la pleine autorité discrétionnaire sur les actifs de la fiducie en cas de mon incapacité. Il était daté de 2 semaines avant son AVC. Je suis resté assise là un long moment, tenant ce dossier comme s'il pouvait me brûler ou me sauver. Le document n'avait pas encore été déposé, ce qui signifiait qu'il n'était pas officiel, mais il était réel. Mon père avait essayé de me protéger. Même à la fin, quand sa santé déclinait et que les voix autour de lui devenaient plus fortes que la sienne, il avait gravé mon nom dans l'avenir. J'ai conduit lentement vers la maison, passant devant les champs où je courais autrefois enfant, devant les vieux poteaux de clôture qu'il m'avait appris à enfoncer droit. Au moment où je suis retourné au chalet, le crépuscule s'était transformé en pleine obscurité. J'ai allumé une lampe, me suis assise à la table de la cuisine et j'ai relu le document. Il voulait que je parte. Il voulait réécrire l'histoire sans moi, mais lui non. Il m'avait laissé une porte, et maintenant il n'avait aucune idée que je me tenais sur le seuil, la clé à la main. Mon silence m'avait maintenu en vie jusqu'à présent. Mais la survie n'était plus l'objectif. Si je ne me défends pas maintenant, ai-je chuchoté, ils m'effaceront et appelleront ça la justice. Je ne détenais pas seulement une preuve. Je détenais la clé de chaque porte qu'ils pensaient avoir verrouillée derrière moi. J'ai regardé les cendres sur mon porche jusque tard dans la nuit, mais pas par chagrin. C'était autre chose, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très, très longtemps. Pas seulement de la résolution, ni même de la rage.
C'était un calme si absolu qu'il m'effrayait plus que les flammes n'auraient jamais pu le faire. Mais d'abord, il y avait du travail à faire. Le lendemain matin, je suis allé en ville avec le dossier de l'amendement rangé dans mon sac, la signature de mon père encore fraîche dans mon esprit. Le trajet a pris plus de temps que d'habitude. Sans mon aide à la mobilité, je me déplaçais plus lentement, plus raidement, mais je n'ai pas laissé cela m'arrêter. Pas maintenant. Pas alors que les enjeux avaient changé. Le bureau de David Lowry était niché dans le coin arrière d'un immeuble en briques auquel du lierre s'accrochait encore à ses fondations. Il avait été l'avocat de la succession de mon père pendant plus de 2 décennies, un homme aimable aux yeux vifs et à la mémoire qui ne manquait jamais une clause. Il m'a accueilli avec une surprise tranquille. « J'espérais que vous viendriez », a-t-il dit, me faisant signe de m'asseoir. « Vous avez quelque chose ?» Je lui ai tendu le dossier. Il l'a ouvert à un rythme mesuré, ajustant ses lunettes. Il lui a fallu moins d'1 minute pour reconnaître l'écriture. « Je l'ai vu travailler là-dessus », a-t-il murmuré. Il m'a dit qu'il le déposerait. Mais ensuite, l'AVC est survenu. Il a tapoté le bord du document. Cela change tout. S'il est validé, cet amendement annule toutes les directives précédentes, surtout si la capacité mentale de votre père n'était pas remise en question à l'époque. J'ai hoché la tête. Alors, quel est notre premier pas? Geler les actifs, a-t-il dit simplement. Nous allons déposer une injonction aujourd'hui. Elle tiendra jusqu'à ce qu'un juge examine le document. Ils vont détester ça, mais ils ne pourront pas toucher un centime. Il a tapé rapidement, puis a pris le téléphone pour contacter son assistant juridique. En quelques minutes, l'avis légal était préparé, imprimé et prêt à être signifié. Alors que je me levais pour partir, mon téléphone a vibré. Un message de Margaret, alors, c'est la guerre. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai regardé par la fenêtre du bureau un instant avant de répondre silencieusement dans mon esprit, non. C'est moi qui récupère ce qui m'appartient, après des années de silence que vous avez pris pour une reddition. L'air s'était rafraîchi en fin d'après-midi, une douce brise se levant à travers les chênes sur la route du retour. Je me suis garé dans l'allée juste au moment où la dernière lumière quittait le ciel. Le chalet était immobile, paisible, le seul endroit qui ne s'était pas encore retourné contre moi. À l'intérieur, j'ai préparé du thé Rooibos, pas de caféine, juste de la chaleur. Le vieux bureau près de la fenêtre de devant contenait encore quelques affaires de mon père. Je n'avais pas ouvert le tiroir du haut depuis des semaines, pas depuis que j'avais trouvé cette enveloppe scellée et que je l'avais rangée par pur épuisement émotionnel. Mais ce soir était différent. J'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti l'enveloppe lentement, les doigts effleurant le papier épais. Aucune marque, aucun nom, juste mes initiales à l'encre pâle. J'ai fait glisser un coupe-papier le long du bord et j'ai déplié la seule feuille à l'intérieur. C'était court, manuscrit, familier. S'ils te mettent à l'écart, souviens-toi, tu es la seule en qui j'ai confiance pour l'héritage. Ne les laisse pas te faire oublier qui tu es. Je te vois. Je t'ai toujours vu. Ce n'était pas poétique. Ce n'était pas nécessaire. Je l'ai lu 2 fois, puis encore. Puis je l'ai replié avec soin et l'ai rangé dans le même dossier que l'amendement. Pour la première fois depuis des semaines, mes mains ont cessé de trembler. Plus tard dans la soirée, vers 22h45, je me suis assise sur les marches de l'entrée avec une couverture sur mes jambes. Les criquets chantaient. La lumière du porche bourdonnait au-dessus de ma tête. Je sirotais un thé tiède quand je l'ai entendu, un claquement sec et anormal, puis un sifflement. Mes yeux se sont tournés vers l'allée. Des flammes, vives, vicieuses, s'enroulant autour de ma voiture comme si elles avaient attendu toute la journée pour s'échapper. J'ai bondi, trébuchant, pieds nus, et j'ai crié. Les voisins d'en face se sont précipités, criant. L'un d'eux a appelé le 911 tandis qu'un autre attrapait un tuyau d'arrosage. Je suis resté figé jusqu'à ce que quelqu'un me tire en arrière vers le porche. Les pompiers sont arrivés en moins de 10 minutes, mais cela a semblé 1 heure. La voiture, mon seul véhicule, était presque entièrement parti à ce moment-là. Un officier en uniforme a pris ma déposition pendant que les pompiers éteignaient les dernières braises. Avez-vous une idée de qui aurait pu faire ça? A-t-il demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il n'y a pas de caméra face à l'allée, ai-je dit à la place. La maison est trop vieille pour un système. Il a hoché la tête, prenant des notes. Nous allons le classer comme incendie criminel présumé, mais à moins que quelqu'un n'avoue ou que vous ayez des preuves.
Il n'a pas eu besoin de finir. Je savais déjà. Quand ils sont partis, je suis resté sur le porche avec une serviette humide encore enroulée autour de mes épaules. La carcasse calcinée de la voiture fumait dans l'air frais de la nuit. À l'intérieur se trouvait ma canne de secours, quelques dossiers, même le parapluie que mon père gardait sur la banquette arrière, tout était parti maintenant. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté là, clignant des yeux face à la fumée, et j'ai dit à voix haute à personne, il pense que cela va m'effrayer. Mais ce qui m'effrayait le plus, c'était le calme que je ressentais en regardant tout brûler. Je suis rentré à l'intérieur, je me suis essuyé les mains et j'ai pris le téléphone. Il a sonné une fois avant que David ne réponde. Je veux aller au tribunal, ai-je dit doucement. Je me fiche qu'il retourne toute la ville contre moi. Il n'a pas hésité. Alors nous avançons. J'ai regardé par la fenêtre une fois de plus. Les flammes s'étaient éteintes. Mais quelque chose en moi s'était enflammé à la place. Quelque chose de froid, de féroce et de près. Les flammes ne m'effrayaient pas. Ce qui m'effrayait, c'était le calme que je ressentais en les regardant brûler. Peut-être que quelque chose en moi s'était déjà transformé en cendre il y a longtemps, tranquillement, sans que personne ne le remarque. Mais maintenant, ce qui restait, c'était la concentration. Une concentration froide et nette. 3 matins plus tard, je me tenais devant le palais de justice, agrippant ma canne et ajustant mon manteau contre le vent. Il y avait une vivacité dans l'air qui semblait presque théâtrale, comme si le monde retenait son souffle. J'ai monté les marches seul. Pas de cousin, pas de sympathisant, juste mon avocat à mes côtés, une main ferme sur mon coude alors que nous passions la sécurité. À l'intérieur, la salle d'audience était déjà bondée. Ma sœur était assise avec un sourire narquois et poli, entourée de son mari, de 2 assistants juridiques et d'un avocat que je reconnaissais de son précédent procès commercial. Ma mère, pâle et distante, m'a jeté un coup d'œil mais a rapidement détourné le regard. La même femme qui me chuchotait autrefois des berceuses refusait maintenant de reconnaître mon existence. Le juge est entré et la salle s'est levée. Il était plus âgé, délibéré et aux yeux vifs. Après les formalités habituelles, il a examiné l'amendement à la fiducie que j'avais soumis. Il semble que le document soit authentique et légalement exécuté, a-t-il dit en tapotant les pages. Mais l'intention et le contexte restent en question, compte tenu des différends familiaux. Je pouvais sentir la tension vibrer sous ma peau. Chaque regard était comme une pierre, mais je n'ai pas bronché. Le moment venu, je me suis levé lentement et j'ai remis une clé USB au greffier. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste hoché la tête. Le juge a fait un signe. L'audio a commencé. D'abord, le silence. Puis, la voix reconnaissable de mon mari a crépité dans les haut-parleurs. Honnêtement, s'il y passe dans les 2 prochaines semaines, ça résout tout. Pas de va-et-vient. Des rires. Puis la voix de ma sœur. Il oublie déjà les noms. À quoi bon faire traîner les choses? Je veux dire, il bave pratiquement, et Amaranta? Elle sera trop occupée à le soigner pour remarquer que nous avons changé les documents. Une vague de halètement a parcouru la salle d'audience comme une pierre jetée dans une eau calme. L'expression de ma sœur s'est effondrée en panique. Elle a essayé de chuchoter quelque chose à son avocat, mais les microphones avaient déjà capturé ce qui comptait. Mon mari ne m'a pas regardé. Il fixait le sol comme s'il l'avait trahi. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas bougé. Je suis juste resté là, les mains jointes, écoutant le poids de la vérité s'abattre sur chaque centimètre de cette pièce. Quand l'enregistrement s'est terminé, il y a eu un silence de mort. Même le juge a pris une longue pause. L'une ou l'autre des parties souhaite-t-elle répondre à ce que nous venons d'entendre? Son avocat a été rapide. Trop rapide. Votre honneur, ma cliente plaisantait clairement. De mauvais goût, oui, mais le sarcasme n'est pas un crime. Nous aimerions soumettre des documents supplémentaires pour équilibrer la compréhension de la Cour. Je me suis rassise, mais pas pour longtemps. Le coup suivant est arrivé rapidement. Son avocat a sorti un dossier, épais, estampillé et fraîchement imprimé. Nous avons ici une série de courriels écrits par mademoiselle Amaranta à divers membres de la famille et contacts professionnels. Dans ceux-ci, elle apparaît instable, manipulatrice, voire menaçante. Il a lu des extraits. Si vous n'arrêtez pas de me traiter comme une moins que rien, je détruirai cette famille. Je jure que je vous ferai regretter de m'avoir contrarié. Elle est comme maman, pourrie.
J'espère que le karma s'occupera d'elle avant que je le fasse. Aucun d'eux ne me semblait familier. Aucun n'avait mon rythme d'écriture, ma formulation. Mais la salle d'audience ne le savait pas. De nouveau des halètements, mais cette fois plus froids. J'ai senti les regards se tourner, non pas avec sympathie, mais avec suspicion. Les chuchotements ont augmenté. Ça ne lui ressemble pas, est-ce que c'est vrai? Elle a toujours semblé un peu émotive. Le juge a froncé les sourcils. Nous devrons authentifier ces communications. D'ici là, cette audience est ajournée pour vérification et examen plus approfondi. Le marteau a frappé comme un coup de feu. Je me suis levé. Mes genoux tremblaient. Je ne voulais pas qu'il le voie. Je me suis tourné et j'ai marché, lentement mais droit, à travers le corridor et dans le couloir. Personne ne m'a suivi. J'ai trouvé un coin tranquille près de la fenêtre et j'ai laissé mon dos glisser le long du mur. Mon souffle s'est coupé. Mes doigts se sont crispés sur ma canne plus que nécessaire. Ce n'était pas seulement de l'humiliation. C'était une trahison superposée à des années de chagrin enfoui. Il ne mentait pas seulement pour gagner. Il me réécrivait, me transformant en monstre. Je voulais crier. Je voulais pleurer. Je voulais disparaître. Puis je l'ai entendu. Une voix douce à proximité. Tu penses que c'est acceptable? Tu as gâché la commande de café et tu m'as fait passer pour une idiote devant le juge. J'ai tourné la tête. Juste un peu plus loin dans le couloir, ma sœur réprimandait quelqu'un fort, cruel, tranchant comme du verre brisé. Une jeune femme se tenait là, peut-être 23 ans, serrant un presse-papier et se mordant l'intérieur de la joue si fort que je pensais qu'elle pourrait saigner. Je suis désolé, madame. J'ai juste... Tu n'es pas payé pour trouver des excuses. Si tu ne sais pas suivre les instructions, peut-être que tu n'es pas dans le bon domaine. Quelque chose a fait tilt. Je me suis souvenu de ce ton, de cette posture. J'avais été à la place de cette stagiaire. J'avais saigné de la même onde silencieuse. Le monde s'est brouillé autour de moi, mais au centre, j'ai vu clairement. Ce n'était pas nouveau. Ma sœur avait toujours trouvé quelqu'un de plus petit à écraser. Toujours utilisé le doute, la honte, le silence comme des armes. Et j'avais avalé ça pendant des années. Plus maintenant. Je me suis levé, j'ai redressé mon manteau, j'ai essuyé mes yeux et je suis retourné dans la salle d'audience. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais je savais ceci, ils pensaient que me briser leur ferait gagner la guerre. Mais certaines choses ne se brisent pas. Certaines choses s'aiguisent. Le silence à l'intérieur de la salle d'audience semblait plus épais que l'air lui-même. Ce n'était pas la paix. C'était le genre de silence qui suit une blessure profonde. Je pouvais encore entendre l'écho de la voix de ma sœur de tout à l'heure, tordant son visage en quelque chose que je reconnaissais à peine, mais je n'ai pas bronché. Je n'ai pas gigoté sur mon siège. J'ai joint doucement mes mains sur mes genoux et me suis légèrement penché vers le microphone. Votre honneur, ai-je dit, la voix calme. J'ai une dernière pièce à conviction. Elle n'a pas encore été présentée au tribunal, car jusqu'à présent, je n'étais pas sûr que le monde était prêt à l'entendre. La juge Meredith a haussé un sourcil, hochant lentement la tête. Procédé. J'ai sorti de mon sac à main en cuir une fine clé USB étiquetée avec une seule date, 18/10 soins palliatifs. Je l'ai remise à mon avocat, qui l'a transmise au greffier. En quelques instants, l'écran vidéo derrière le juge s'est animé. Il y avait mon père, frêle, les yeux creux, assis droit dans son lit d'hospice. Sa voix était rauque mais indubitablement lucide. Son regard fixait directement la caméra. Si vous regardez ceci, a-t-il dit, c'est que quelque chose s'est mal passé. Je ne prévoyais pas de mourir entouré de menteurs. Mais si c'est le prix que je dois payer pour remettre les choses en ordre, alors soit. La salle d'audience s'est immobilisée. Mon père a toussé, s'est éclairci la gorge, puis a continué. Il ne s'agit pas de sentiments. Il s'agit de décence. J'ai élevé 2 filles. L'une m'a donné de l'espoir. L'autre des maux de tête et des frais juridiques. Quelques rires étouffés ont parcouru la galerie. Il a fait une pause. Pour être clair, cette vidéo a pour but de valider l'amendement à la fiducie. À ce jour, je retire à Kalinéa devant tout droit sur ma succession. Ils ont brisé non seulement ma confiance, mais aussi tous les liens que je croyais autrefois sacrés. L'unique exécutrice testamentaire est Amaranta.
Elle est restée à mes côtés quand j'étais au plus mal. Non pas pour le gain, mais parce qu'elle croyait encore en qui j'étais. Je sentais la chaleur monter derrière mes yeux, mais je n'ai pas cligné des yeux. J'ai juste continué à regarder. Il s'est légèrement penché en avant, puis sa voix est devenue plus brute. Je les ai entendus devant ma porte, chuchotant comme des chacals, disant que je n'en avais plus pour longtemps, planifiant comment remanier les papiers alors que je n'étais même pas encore froid. J'ai élevé un loup et un serpent. Et si vous vous demandez qui est qui, écoutez simplement comment il parle quand il pense que personne n'écoute. Il a expiré bruyamment, a attrapé un dossier à côté du lit et l'a tiré vers lui. Voici l'amendement signé. Horodatage de la vidéo. 1 semaine avant mon décès. Vous verrez ma signature en bas. Et si la Cour a le moindre doute, je suis encore assez sain d'esprit pour dire ceci, je suis peut-être en train de mourir, mais je ne suis pas un imbécile. Puis l'écran est devenu noir. Il y a eu un silence de mort pendant un instant jusqu'à ce que la juge Meredith se penche en avant, les lèvres serrées. La Cour reconnaît ce document comme valide et exécutoire, a-t-elle dit. Ceci annule tous les litiges antérieurs. À compter de ce moment, Amarantha Saunders est déclarée l'unique exécutrice testamentaire et héritière légale. Cela aurait dû être la fin. Mais ça ne l'est jamais, n'est-ce pas? Kalin s'est levée d'un bond de son siège, renversant son verre d'eau. Elle l'a manipulé. A-t-elle crié. Il était malade. Il ne savait pas ce qu'il disait. Vous avez tous vu la canne. Elle est instable. Elle a pointé le doigt directement sur moi, tremblante, sa bouche se tordant en un grognement. Vous voulez une vraie vidéo? Vous auriez dû la voir pleurer dans le couloir comme une folle il y a 5 minutes. La juge Meredith a frappé une fois avec son marteau. Mademoiselle Saunders, asseyez-vous. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est jetée par-dessus la table, dépassant le bras de son avocat, droit sur moi comme une tempête sans avertissement. Je n'ai pas bougé. Un huissier l'a plaquée à mi-course, lui attrapant les épaules avant qu'elle ne s'approche à moins de 5 pieds. Un autre officier s'est précipité pour l'aider alors qu'elle donnait des coups de pied et criait « Tu n'as pas le droit de gagner. Tu n'as pas le droit de nous effacer. » Devon, mon futur ex-mari, s'est levé lentement en arrière-plan. Pas un mot, pas même une excuse. Il a juste secoué la tête et est sorti de la salle d'audience comme un homme qui réalisait que le dernier pari était perdu. Les huissiers ont traîné Kalin vers le couloir, ses cris résonnant longtemps après que la porte se soit refermée. Je suis restée assise, les mains à nouveau jointes. Je n'ai pas souri narquoisement. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste respiré. Et puis j'ai regardé autour de moi. Chaque regard dans la pièce avait changé. Il ne me regardait plus comme si j'étais fragile, délirante ou perdue. Il me regardait comme quelqu'un qui venait de traverser le feu sans être réduite en cendres. Je me suis levé lentement. La canne sur laquelle je m'étais appuyé ces dernières semaines semblait plus lourde que jamais. Je l'ai laissée tomber au sol. Elle a heurté le plancher avec un doux cliquetis, mais pour moi, cela sonnait comme une déclaration. Personne n'a dit un mot. Je suis sorti de la salle d'audience sans rien dans les mains et avec tout ce dont j'avais besoin. La salle d'audience s'est vidée, mais le silence qui a suivi en disait plus que le marteau n'aurait jamais pu le faire. Ce n'est que lorsque j'ai été dehors, adossé au mur de pierre froide du palais de justice, que j'ai réalisé que ma main tremblait encore. Pas de peur, mais du poids de tout cela qui se soulevait. Le ciel au-dessus de moi était d'un gris pâle, mais cela ne me dérangeait pas. Il y avait de la paix dans ce genre de lumière, calme, feutrée, honnête. Le temps que je retourne à la vieille maison à ma maison, le soleil avait commencé à percer les nuages, projetant de longues ombres sur l'allée. Je ne me suis pas précipité vers la porte. Je suis resté là un moment, à la regarder. Ce porche usé, la peinture écaillée sur les colonnes, la porte moustiquaire qui grinçait toujours comme un vieil homme s'éclaircissant la gorge. Tout cela était à moi maintenant. Pas seulement légalement, pas seulement sur le papier, mais d'une manière qui signifiait quelque chose de plus profond. Je suis entré. L'air ne portait plus le même poids qu'avant. Il n'y avait pas d'écho de mots durs, pas de tension invisible s'étirant sur les murs comme des toiles d'araignée. Juste le calme. Pièce par pièce, je me suis déplacé lentement. La cuisine sentait légèrement le citron. Maria, la femme de ménage que j'avais engagée la semaine dernière, avait insisté pour frotter chaque surface. Vous ne voulez pas de leurs empreintes sur quoi que ce soit, avait-elle dit, à moitié en plaisantant. Elle avait raison. Dans le couloir,
où j'avais l'habitude de tressaillir au son de bottes lourdes venant vers moi, je n'entendais maintenant que le bruit feutré de mes propres pas. Personne n'attendait au bout du couloir avec une autre accusation ou demande. Juste la chambre principale. J'ai ouvert la porte. La lumière du soleil se déversait sur le lit fait. Drap blanc, oreillers intacts. Pendant un instant, je suis resté là, la laissant frapper mon visage. C'était comme un pardon. Pas de leur part, mais de la maison elle-même. Il y avait une armoire près de la fenêtre, la même qu'avant. La première fois que j'étais rentré de l'hôpital, à peine capable de tenir debout, j'y avais mis la main et j'avais fait tomber mes analgésiques partout sur le sol. Cette fois, ma main était stable. Je l'ai ouverte. Pas de pilule, juste une enveloppe manille. À l'intérieur, un acte de propriété propre, fraîchement signé avec seulement mon nom dessus et un stylo posé à côté, comme une ponctuation, comme si cela signifiait quelque chose de signer les choses avec intention. Encore une fois, je n'ai pas pleuré. J'ai juste expiré complètement, pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité. Plus tard dans l'après-midi, je me suis assise près de la fenêtre avec un verre de thé glacé, regardant les hortensias que mon père avait plantés il y a des années. Ils étaient en fleurs, d'une manière ou d'une autre. Un courriel a retenti sur mon téléphone, de ma mère. Objet, je ne me battrai plus contre toi. C'était tout. Pas de salutation, pas d'excuse, juste une ligne de reddition. Je n'ai pas hésité. Je l'ai supprimé. Non par amertume, mais parce que la clôture ne vient pas toujours avec un ruban. Parfois, c'est juste choisir de ne pas ouvrir la porte quand le passé frappe. Vers 16 heures, j'ai entendu le portail grincer et j'ai levé les yeux pour voir un visage familier remonter lentement le chemin. C'était Bethany, l'une des infirmières de ma clinique de rééducation. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. « Salut », a-t-elle dit, les yeux embués. « Je n'étais pas sûr que tu te souviendrais de moi. »« Bien sûr que si », ai-je dit. « Tu es celle qui me passait en douce de la gélatine quand il n'en avait plus. » Elle a souri, puis a fouillé dans son sac. « Je suis venu te remercier. Ce don que tu as fait, il a sauvé notre service. Nous embauchons du nouveau personnel, de meilleurs lits, tout. » J'ai cligné des yeux, touché. « Tu n'avais pas à venir de si loin. » Elle a haussé les épaules. « Tu as fait plus que te présenter. Tu as cru en nous quand personne d'autre ne le faisait. » Ce soir-là, juste après le coucher du soleil, la sonnette a de nouveau retenti. Je l'ai ouverte, et elle était là, ma nièce. Des yeux comme ceux de sa mère, mais plus doux, moins vifs. Elle se tenait maladroitement sur le porche, les bras enroulés autour d'elle-même. Je ne savais pas si je devais venir, a-t-elle murmuré. Tu es là, ai-je dit simplement. C'est suffisant. Elle est entrée comme si le sol pouvait s'effondrer sous ses pieds. Je ne veux pas finir comme elle, a-t-elle chuchoté, les yeux fixés sur le sol. Tu ne finiras pas comme elle, ai-je répondu en allant à la cuisine. Du thé? Elle a hoché la tête. Nous nous sommes assis au comptoir, juste nous deux. Pas de discours, pas d'attente, juste le calme. Tu sais, ai-je dit après un moment, être une famille, ce n'est pas une question de sang. C'est être présent, surtout quand c'est difficile. Elle n'a rien dit, mais sa main s'est lentement enroulée autour de la tasse, et elle ne l'a pas lâchée. Le lendemain matin, j'ai enfilé un vieux jean et un t-shirt doux et je suis entré dans la pièce du fond qui était autrefois mon atelier. Ça sentait la térébenthine et la poussière. J'ai ouvert grand les fenêtres et j'ai laissé la lumière entrer. La vieille toile était dans le coin, intacte depuis avant l'opération. Avec une résolution tranquille, j'ai retiré la bâche des meubles, j'ai attrapé un pinceau et j'ai commencé à repeindre les murs. Gris doux, une page blanche. Mes béquilles étaient accrochées proprement à 2 clous près de la porte. Je ne les avais pas utilisées depuis des semaines. Je les ai laissées là. Plus tard dans la semaine, je me suis assise à la table de la cuisine pour signer les derniers papiers pour enregistrer l'organisation à but non lucratif. Elle portait le nom de mon père. Pour les femmes comme moi, des femmes trahies par les personnes en qui elles avaient le plus confiance. Je n'avais pas besoin d'applaudissements, juste de la paix. En me dirigeant vers le porche, je me suis arrêté, la main sur le cadre de la porte. La brise était chaude, du genre qui s'enroule autour de vos épaules comme un vieil ami. La maison se tenait là, tranquillement, ni hantée, ni brisée, juste la mienne. Et j'ai réalisé que la paix n'est pas la perfection. C'est le pouvoir sans le bruit.
Avez-vous déjà eu à construire votre propre paix sur les ruines que quelqu'un d'autre avait laissées derrière lui? Dites-le moi en commentaire. Je lis tout le monde.